Une vague de patients en grand nombre, accélération. Alors, à la fois des contaminations et des entrées en réanimation. D'abord, une réaction à ce que vous venez d'entendre, qui est sur ce plateau, en fin de compte, une sorte de sens commun de ce que beaucoup de Français disent. Je crois que malheureusement nos compatriotes sont habitués à ce discours. Nous sommes en train de payer le triste tribut de 15 ans de non-gérance de la disette à l'hôpital public. Et donc nous y sommes malheureusement, oui effectivement. Je crois qu'il y avait des pistes qui auraient pu être mises en place depuis le mois de mars. Nous arrêtions pas de répéter que malgré toutes les promesses du gouvernement, nous allions effectivement vers une situation plus que difficile. Monsieur Castex nous a promis un mois de novembre épouvantable. Je crois que on pourrait même reprendre l'expression de Churchill. Ça va être des larmes et du sang, oui, parce que la situation à l'hôpital est plus que préoccupante et que nous arrivons dans une situation beaucoup plus difficile que la situation que nous avons connue en mars. Elle est plus difficile à plusieurs titres parce que les personnels sont épuisés et sont moralement fatigués d'avoir entendu une tutelle incapable de mettre en place une stratégie cohérente pour nous éviter ce que nous vivons. Les populations médicales et de soignants sont aussi épuisés de voir qu'effectivement, sur leurs épaules repose l'entièreté de l'économie du pays. Et ce n'est pas une situation simple effectivement à gérer. Et puis voilà, donc c'est vrai que nous ne sommes pas du tout dans le même cas de figure qu'au mois de mars. Vous parliez de cette phrase de Churchill, du sang et des larmes. Qu'est-ce qui se passe? On va revenir sur ce qui nous a fait justement vous contacter ce soir. Qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux de la région Île-de-France? Et puis on verra, même s'il n'est jamais bon de généraliser, mais on verra si ce qui se passe dans notre région peut tout Ah, simplement se retrouver ailleurs. il n'est pas question de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais au mois de mars déjà, nous avions à gérer une incapacité à gérer, à soigner tous les patients. Et cette incapacité, malheureusement, est en train de se confirmer. C'est-à-dire que nous allons bientôt arriver à saturation en lit de réanimation, mais en lit tout court. On va effectivement probablement essayer d'augmenter le nombre de lits de réa, mais artificiellement. C'est-à-dire qu'un lit de réa, c'est un nombre de médecins, un nombre de personnels soignants dédiés et qualifiés. Et qu'en période dégradée, ce que nous avions dans les 10 000 lits de réa est présenté comme tel. Nous avions en fait à peine 2 tiers des lits qui étaient vraiment des lits de réanimation. Le reste, c'était juste de l'affichage. Et nous allons vers la même situation parce que maintenant, c'est trop tard, effectivement, pour avoir du personnel qualifié. J'entendais parler tout à l'heure de mobiliser l'armée. Je rappelle que nos pauvres amis militaires et médecins militaires ont été dépouillés de la même façon que l'hôpital public depuis des années et ils seraient bien en peine. Malgré les injonctions des tutelles. Alors on peut faire de l'affichage, monter un hôpital de campagne, mais ça n'est pas du tout les solutions qu'on est en droit d'attendre d'un pays comme le nôtre. Encore une fois, il faut resituer le contexte. C'est une épidémie avec 1% de mortalité au départ, on fait partie quand même d'une puissance européenne qui est censée normalement être un atout et un potentiel de réflexion. Et en fait, depuis le début de cette épidémie, nul n'a été capable, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, je ne parle même pas de l'échelle mondiale, de mettre en place une stratégie efficace pour essayer d'endiguer les choses correctement et éviter l'effondrement économique qui est en train de se produire et qui va malheureusement s'aggraver. Je voulais moi vous poser une question, parce que c'était un débat qu'on avait justement. Est-ce que pour vous, il faut attendre les effets du couvre-feu en espérant justement que ça puisse avoir des effets sur les nombres de cas et le nombre d'entrées en réanimation, ou pour vous, il faut agir plus rapidement avec des mesures plus strictes, peut-être confinement localisé, là on parle de l'Île-de-France, rapidement pour essayer d'enrayer ce qui va arriver dans 15 jours? De toute façon, la situation est telle que le couvre-feu, c'est pas un scoop, va s'imposer à nous.
enfin le confinement plutôt. Je ne vois pas comment on va pouvoir tenir une semaine de plus sans essayer de limiter la casse en le faisant de manière un peu archaïque, parce que c'est quand même moyenâgeux, hein. Je rappelle que la technique du confinement, c'est ce qu'on mettait en place au Moyen-Âge pour faire face à la peste. Et ben, il faut, voilà, la France et les autres pays d'Europe au XXIe siècle, malgré des prix Nobel de médecine et malgré un fonds de science qui existe, hein, qui n'est pas à négliger ou à mépriser, mais n'a pas été capable de mettre en place une stratégie différente de ce confinement qui effectivement est épouvantable en termes de conséquences économiques. Samuel, Et donc, je pense qu'effectivement, le confinement, on va y avoir droit au plus tard début novembre. La situation ne sera pas gérable en dehors de ces mesures de restriction. au plus tard, début novembre pour le confinement, mais Wilfried Sammut, si je vous écoute, si on veut encore épargner, sauver, pouvoir soigner d'autres personnes, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui viennent vous voir pour des interventions parfois lourdes, le confinement, de toute façon, c'est la seule solution si on ne veut pas que nos hôpitaux explosent. Eh ben, ce sera effectivement la difficulté. Nous sommes déjà en train de déprogrammer. Nous avons eu une injonction aujourd'hui de l'ARS pour commencer la déprogrammation de manière massive. Ça veut dire une mise en péril des patients qui attendent des soins. Mais au-delà de cette déprogrammation, effectivement, il va falloir essayer de limiter au maximum l'arrivée des patients aux urgences. Et le seul moyen de le faire de manière efficace aujourd'hui, en dehors d'une stratégie plus convaincante, ce sera de confiner la population. Alors, est-ce qu'on préservera, comme en Irlande, les mouvements pour les enfants et la scolarité des enfants, qui posent un gros problème aussi à moyen et à long terme? Ce sera peut-être effectivement une façon de faire. Mais de toute façon, on va y arriver. Ça, je ne suis pas spécialiste et la décision ne m'appartient pas. Mais sans faire de la chiromancie, je peux vous assurer qu'on va y arriver. J'ai une question à poser sur la formation des personnels qui vous manquent. Vous en avez parlé tout à l'heure. Quel est exactement le type de personnel soignant qui vous manque? On entend beaucoup le personnel infirmier. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce que vous pensez qu'en 6-7 mois, on aurait pu en former? Moi, j'ai souvent posé la question et on me répond « Ah non, c'est 2 ans, 3 ans. » Quelle est votre réponse là-dessus? Il y a le modèle italien. C'est une stratégie, malheureusement, excusez-moi, c'est une stratégie qui ne pourra pas être efficace, puisque nous avons le phénomène inverse, c'est-à-dire que les personnels, en ce moment, face à la deuxième vague, commencent à partir. Nous avons enregistré des demandes de mise en disponibilité ou de départ, que ce soit dans les services d'urgence. Il y a plus de 25 à 50 infirmières qui partent ou qui veulent partir par établissement ou par service d'urgence. Vous avez des médecins malades qui commencent aussi à être malades. Et donc, la solution qui consisterait à amener c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. Ça ne peut pas, de toute façon, ça ne pourra pas être efficace. Oui, non, je parlais pas pour le mois qui vient, mais je veux dire, on peut former du personnel infirmier en 6 mois, 8 mois, ou c'est très long? Alors là, on touche un volet il appartient à M. Blanquer et au ministre de l'Université de mettre en place une réforme efficace et d'arrêter effectivement de faire des réformettes, notamment pour ce qui concerne les études médicales, la suppression du numerus clausus artificiel. Ça fait là aussi ce qu'on paye. Je vous ai parlé de 10 ans de non-gérance de la disette à l'hôpital public, mais derrière, vous avez 10 ans de non-gérance de l'université. Et donc, effectivement, il faut malheureusement 10 ans pour former un médecin efficace. Et on a mal pris la mesure de ce qui nous attendait. Pourtant, les paramètres étaient simples. Nos amis allemands l'ont bien compris. Le vieillissement de la population fait que, de manière mécanique, on aura besoin de métiers qui concernent le soin. Est-ce que nous avons vu pendant ces 20 dernières années une augmentation des métiers qui concernent le soin, c'est-à-dire infirmières, médecins, kinésithérapeute, orthophoniste? Non, rien n'a été fait malgré cette prévision. Il ne s'agissait même pas de prévoir des épidémies, mais c'était prendre en considération le paramètre tout bête
du vieillissement. Et alors la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est que maintenant, effectivement, dans les EHPAD, nous avons nos personnes âgées qui sont les premiers sacrifiés, parce que ce seront les premiers sacrifiés pour l'épidémie de Covid. Donc voilà le drame. Et c'est vrai que moi, je veux bien entendre tous les discours, mais ça devient effectivement lassant. Je suis écarlate de colère, mais vis-à-vis de notre ministre, Monsieur Véran, qui, moi, je l'invite à venir mettre les mains dans le cambouis pour venir voir ce que c'est une garde aux urgences. Ça doit faire 20 ans qu'il n'a pas vu de patient, ce monsieur, plus préoccupé de sa carrière de politique, et de venir voir ce que c'est de tous les jours d'essayer de trouver des solutions sans l'aide de la tutelle, parce qu'il y a bien longtemps que les médecins au front ne comptent plus sur l'aide de qui que ce soit. Il y a eu une espèce de resserrement de solidarité entre les soignants lors de la première vague, avec effectivement un appui modeste de nos tutelles, mais il y a bien longtemps qu'effectivement on ne compte plus sur eux, et on essaiera de faire face, mais il ne faudra pas attendre de miracle, et je pense qu'effectivement il y aura de la casse. C'est ce qu'a voulu faire pressentir M. Castex, mais pour que M. Castex soit tout penaud derrière son micro en promettant des larmes et du sang, c'est qu'effectivement il a dû enfin prendre la mesure de la difficulté de la situation, mais ce ne sont pas ceux qui mènent le combat qui le font. Vous et donc, parlez de formation. Il y a un décalage en France. Je peux vous interrompre une seconde? Il y a un décalage entre eux. J'avais une question à vous poser, vous parlez de formation et du fiasco de la formation depuis beaucoup d'années, en réalité, depuis la réinstauration du numerus clausus. Mais moi, j'avais une question qui est la suivante. Je crois que c'est le professeur Juvin qui avait évoqué l'idée de ce qu'il appelait upgrader un certain nombre de personnels médicaux, et notamment des infirmières ou des infirmières en chef, en quelques semaines, de manière à pouvoir au moins avoir des équipes suffisamment compétentes autour des lits de réanimation. Est-ce que ça vous paraît une idée possible ? Il y aura des pistes, mais je vois mal comment on pourra. Il ne suffit pas d'upgrader. Pour upgrader, il faut avoir à la base le nombre de personnes qui permettraient d'upgrader. Et si vous upgradez à partir de rien, vous upgradez rien, en fait. J'avais une dernière question à vous poser. Il y a quelques instants, vous avez dit que les personnes âgées dans les EHPAD seront des sacrifiés. Pourquoi ? Parce que de fait, l'accès aux soins critiques et aux soins de réanimation va devenir compliqué. Quand vous avez un lit de réanimation pour 10 patients, il va falloir choisir effectivement celui qui a l'espérance de vie la plus importante. Et c'est ce que malheureusement nous avons déjà été amenés, contrairement à ce qui a été nié par nos tutelles, c'est ce que nous avions déjà été amenés à faire dans une certaine mesure lors de la première vague. Et je ne vois pas. J'entendais hier la ministre canadienne qui parlait d'ailleurs assez honnêtement du Québec, que si effectivement le confinement ne produisait pas ses faits, ils allaient être confrontés à cette situation. Mais il serait temps effectivement que notre tutelle accepte cette idée, parce que si vous voulez trouver des solutions à ces problèmes-là, il faut déjà admettre la vérité et arrêter de raconter que tout est bien dans le meilleur des mondes, et que nous allons effectivement réussir, faire appel à l'armée, construire des hôpitaux de campagne. Tout ça, c'est juste un affichage de communication, et je ne suis pas du tout dans un esprit de complotiste. J'ai autre chose à faire que de rentrer là-dedans, mais c'est la triste réalité. Mais c'est une triste réalité qui est pérenne et qui existe depuis des années et qui se confirme face à une crise, un désastre sanitaire épouvantable qui s'annonce. Merci d'avoir été avec nous. Merci de ce témoignage. Vous êtes de service d'ailleurs. On va vous laisser travailler. Merci. Constat très amer, Roland Quérol, ce qui nous amène d'ailleurs à parler de l'exécutif également, d'un changement de stratégie. On voit que l'exécutif, vous en parliez un peu tout à l'heure, est